Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter, partager, ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche si vous désirez ne pas manquer les prochaines vidéos. D'autre part, si vous avez l'envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder quelques publicités sur Utip ou à aller faire un tour chez Astroshop via les liens en description et en fiche maximum un mois avant une commande. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, bon épisode. Quand on parle de télescopes géants, comme le Very Large Telescope au Chili, avec ses 4 grands télescopes disposant chacun de miroirs de 8,2 mètres de diamètre, on a plus souvent en tête leur taille monstrueuse que les résultats incroyables que ceux-ci nous donnent. Pourtant, ces télescopes nous permettent de voir aussi bien, voire parfois mieux, que des instruments bien plus connus comme le télescope spatial Hubble. Par exemple, cette image obtenue grâce aux données de l'observatoire ALMA au Chili. En regardant cette image, vous avez peut-être en tête la première photo d'un trou noir, situé au cœur de la galaxie M87, et pourtant, il s'agit de deux choses bien distinctes. Là où la seconde est une photo d'un trou noir, la première que vous regardez actuellement ne montre pas un objet situé dans une galaxie lointaine. Il s'agit de l'étoile HL Tauri, dans la constellation du Taureau, située à seulement 450 années-lumière de la Terre. Et ce que vous voyez autour n'est ni plus ni moins qu'un système stellaire en formation. Un système stellaire étant le nom donné pour décrire un autre système solaire que le nôtre. Mais comment sont prises ces photos de systèmes stellaires naissants et quel est l'intérêt qui se cache derrière ces clichés si uniques? Vous aurez la réponse, mais il va falloir prendre un peu plus de 5 minutes pour en parler. Avant de parler des systèmes en formation et de l'impact de leur observation sur la compréhension du nôtre, on va, en première partie d'épisode, rapidement s'intéresser à la façon dont ces images sont obtenues, en se focalisant sur deux installations ayant permis ce type d'observation. En premier, le VLT pour Very Large Telescope situé au Chili et appartenant à l'Observatoire européen austral, l'ESO. En second, ALMA, le radiotélescope géant composé de 66 antennes de 7 à 12 mètres de diamètre chacune, couvrant une surface de près de 16 km. Pour en revenir à nos photos, la première dont nous allons parler est celle-ci, prise par le VLT. Cette image, qui montre une protoplanète en formation, orbitant autour de l'étoile PDS 70 à 370 années-lumière de nous, dans la constellation du Centaure, a été prise dans l'infrarouge par l'instrument Sphère, instrument du VLT spécialisé dans la chasse aux exoplanètes. Celui-ci dispose en effet de toutes les technologies nécessaires à la réalisation de cette tâche plutôt compliquée. Déjà, il dispose d'un coronographe, ce qui lui permet de masquer les étoiles qu'il vise. Car oui, pour observer une exoplanète, il est essentiel d'occulter la lumière de son étoile. En effet, la proximité des exoplanètes avec leur étoile, vue de la Terre bien évidemment, et la grande différence de luminosité entre celles-ci rend obligatoire l'utilisation d'un coronographe qui permet un plus grand temps d'exposition sans saturer le capteur et, donc, de voir plus de détails moins lumineux comme l'est une planète qui serait, sans coronographe, totalement occultée par la luminosité de son étoile. Mais ce n'est pas le seul atout de Sphère. Cet instrument est également équipé d'une optique adaptative qui lui permet d'obtenir des images d'une qualité largement supérieure en compensant les vibrations de l'atmosphère terrestre à l'aide d'un miroir déformable et de 1300 actionneurs pouvant légèrement le déformer. Déformation pouvant être actualisée près de 1200 fois par seconde. Mais Sphère n'aura pas que photographié des exoplanètes en formation ou pas. Cet instrument aura également permis d'imager, avec une qualité relativement exceptionnelle, différents petits corps du système solaire, comme ici, 4 astéroïdes de la ceinture situés entre Mars et Jupiter, petits corps nommés Amphitrite, Bamberga, Pallas et Julie. Et enfin, avant de parler du second télescope, ALMA, si vous n'êtes pas encore convaincu par l'efficacité de l'optique adaptative et pour le plaisir des yeux,
Voici une photo de Neptune prise par un autre instrument du VLT disposant également d'une optique adaptative, l'instrument Muse Galaxy. Le second télescope dont nous allons parler est ALMA, dont le nom, acronyme de Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, signifie d'ailleurs âme en espagnol, et est également exploité par l'ESO et est situé en plein désert d'Atacama au Chili. La principale différence entre ALMA et le VLT, c'est la longueur d'onde des observations. Là où le VLT est construit pour capter la lumière visible ainsi que les proches et moyens infrarouges, ALMA réalise ses observations dans les extrêmes infrarouges et les ondes millimétriques. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même ouvrir une petite parenthèse afin de rapidement expliquer la raison qui pousse les astronomes à observer dans ces longueurs d'onde. Vous le savez probablement, la lumière visible ne représente qu'une toute petite partie du spectre de la lumière, et, en général, plus un objet est chaud, plus il a tendance à émettre dans les violets et à avoir des longueurs d'onde courtes. Logiquement, plus un objet sera froid, plus il émettra dans les infrarouges. Ainsi, on peut connaître la température d'un objet en mesurant les longueurs d'onde dans lesquelles il émet le plus. Et, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, les objets qu'observe ALMA, comme les galaxies en formation ou des systèmes planétaires en formation, sont des objets très froids, dont les températures flirtent souvent à quelques dizaines de degrés près avec le zéro absolu. Comme exemple de ces observations, l'ESO a publié cette photo en 2017 qui ne montre ni plus ni moins qu'une supernova ayant explosé il y a près de 500 ans dans la nébuleuse d'Orion à environ 1300 années-lumière de la Terre. Pour en finir avec ALMA et enfin attaquer la dernière partie de cet épisode, sachez que le superordinateur qui s'occupe de rassembler les données de ces 66 antennes est capable de réaliser 17 millions de milliards d'opérations par seconde, soit 17 suivi de 15 zéros. Pour en revenir à nos systèmes en formation, vous l'aurez deviné, ce genre d'observation est très compliqué et demande du matériel des plus précis. On pourrait dès lors être tenté de croire que ces photos ne sont que deux clichés, d'une rareté extrême et qui ne seront pas renouvelés de sitôt. Et pourtant, c'est tout le contraire. Ces photos de systèmes en formation, nous en avons des dizaines et des dizaines, que ce soit des photos prises par le VLT, comme ici, ou encore par ALMA, avec par exemple ce catalogue de 20 images. Mais dire qu'ALMA et le VLT sont les seuls à réaliser ce genre d'images serait totalement faux. À titre d'exemple, le télescope spatial Hubble a déjà imagé plus d'un disque protoplanétaire, comme ici, dans la nébuleuse d'Orion. Autre exemple, ce disque autour de l'étoile Fomalhaut, dans la constellation du Poisson, photographié par ALMA et les télescopes spatiaux Herschel de l'ESA, ainsi que Hubble et Spitzer de la NASA. Bien que l'on observe plus rarement directement des planètes en formation, ces photos sont une aide précieuse dans la compréhension de la formation des planètes. En effet, il est peut-être inutile de le rappeler, mais notre système solaire s'est formé il y a près de 4,5 milliards d'années. Malheureusement, et de par le temps qui nous sépare de sa formation, il est relativement difficile de connaître avec précision le déroulement de cette formation. On peut bien évidemment estimer le déroulement des événements, observer les vestiges de sa formation, comme des astéroïdes, en analysant leur composition, leur distribution dans le système solaire et j'en passe. Mais ces observations directes permettent une bien meilleure compréhension du déroulement des événements. Observer un si vaste catalogue de systèmes en formation permet ainsi de voir émerger des tendances dans la répartition de la matière au sein des systèmes primitifs. Outre le fait que cela nous ait permis de découvrir certaines formes assez particulières, certains systèmes étant plus aplatis, d'autres plus épais ou encore éjectant de la matière, cela a, par exemple, permis de remarquer que les géantes gazeuses, comme le sont Jupiter ou Saturne, se forment bien plus tôt que ce qui était initialement estimé. Et, mine de rien, cela a un assez grand impact sur la répartition de la matière, dont l'eau et les composés organiques par exemple dans le système solaire, et donc, indirectement, sur le développement de la vie. Autre exemple de découverte et toujours autour des géantes gazeuses, celles-ci semblent également se former vers l'extérieur de leur système, ce qui correspond assez bien avec ce que l'on observe dans notre système solaire avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais revenir quelques instants sur l'étoile PDS 70, photographiée par l'instrument sphère du VLT. Car en effet, une seconde planète a été découverte dans ce système en formation, nommé PDS 70C. Et encore mieux, d'autres observations menées avec l'instrument Symphony du VLT montrent la présence d'un disque autour de la première planète PDS 70b. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est que ce disque de matière, que l'on appelle également disque circumplanétaire, est la première observation d'une lune en pleine formation. Et, bien que cette observation reste à prendre au conditionnel, l'interprétation des résultats étant toujours compliquée, cela permet encore un peu mieux comprendre la formation des systèmes stellaires et planétaires. Un système planétaire désignant une planète, sa lune et tout autre objet naturel l'orbitant. C'est donc sur ceci qu'on va se quitter pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.